Aujourd'hui, à la nouvelle école, on va vous apprendre à utiliser Prusa Slicer pour vous permettre de réaliser vos plus belles impressions 3D. Pour rappel, un slicer, c'est tout simplement le logiciel qui transforme votre modèle 3D en instruction compréhensible pour votre imprimante 3D. Et Prusa Slicer, c'est un de mes slicers préférés. Mais c'est surtout un des slicers les plus utilisés aujourd'hui, notamment parce qu'il est super efficace et extrêmement polyvalent. Donc je vous assure qu'une personne qui sait utiliser correctement ce logiciel peut faire des trucs de fou avec. Et comme souvent pour les tutoriels, c'est notre cher Paul, un de nos formateurs, qui vous le réalise. Donc si vous appréciez ce tuto, mais que vous souhaitez aller plus loin dans votre maîtrise de l'impression 3D ou encore de la modélisation 3D, eh bien je vous rappelle qu'on propose des formations qui sont reconnues, finançables, certifiées, qui se déroulent en groupe ou en individuel, et ça en visioconférence ou en présentiel dans nos locaux. Donc si jamais tout ça vous intéresse, je vous mets un petit lien en description, et moi je vous laisse avec Paul. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel donc sur Prusa Slicer. On va faire une préparation de pièces de A à Z, de l'import jusqu'à l'export du G-code pour le mettre directement sur l'imprimante. Donc comme vous le voyez, là j'ai déjà ouvert le logiciel, donc je suis sur la version 2.9.2 du Slicer, donc c'est la dernière version qu'on peut trouver sur leur site. Alors pour commencer, donc présentation très rapide de l'interface. Alors nous avons ici au milieu l'éternel Viewer 3D, donc qui va nous permettre de voir en fait le plateau de notre imprimante et surtout de travailler nos pièces, leur placement, etc. Ici ensuite, donc sur la droite, vous avez tout ce qui va être un petit peu le recap des paramètres d'impression. Donc là, ça change pas trop dans ce qu'on peut trouver par exemple sur Orca ou sur Bamboo Studio. Donc sauf que du coup, c'est de l'autre côté. Ça va être donc notre preset de hauteur de couche, le filament qu'on utilise, l'imprimante sur laquelle on travaille et quelques presets supplémentaires. Presets qu'on retrouve après ici en haut à gauche. Alors vous avez les menus et ensuite différentes interfaces sur lesquelles vous pouvez passer. Donc par exemple les réglages d'impression, ça va être tout ce qu'on va venir voir donc pour faire vraiment les paramétrages de notre print, les types de filaments qu'on utilise, donc les paramètres filaments, les paramètres imprimante, et ensuite donc ça on a Printable, c'est l'accès en fait à Printable, c'est le site en fait de Prusa qui regroupe pas mal de petits STL que vous pouvez imprimer. Donc je reviens ici tout d'abord sur mon plateau, donc c'est là où tout va commencer et on va importer notre pièce. Pour l'importer, plusieurs façons de faire. Soit vous utilisez, comme sur la plupart des slicers, le petit cube ici avec le petit plus qui va vous permettre donc d'aller chercher directement votre pièce. Ou sinon, vous faites directement fichier et importer. Et là, vous faites bien attention à prendre, importer ici le format STL ou 3MF. C'est souvent sur ces formats-là que vous pouvez tomber quand vous prenez sur des sites de pièces 3D. Donc là, je vais passer plutôt par ma barre d'outils ici en haut. Donc ajouter. Alors, je vais venir directement sur mon bureau. C'est là que j'ai mis ma pièce. Et je prends voilà mon support. Alors cette pièce, qu'est-ce que c'est? C'est une petite pièce que j'ai trouvée sur MakerWorld. C'est un support de téléphone en fait qui peut se faire en tant que porte-clés. D'où le petit trou ici que je trouvais assez sympa et je voulais voir un peu ce que ça rendait. Donc j'ai téléchargé le STL et on va l'imprimer. Ensuite, donc une fois que votre pièce est arrivée, alors elle est naturellement centrée sur votre plateau. Donc là, pas forcément besoin de faire un placement, surtout qu'on va en imprimer une seule. Si jamais vous voulez en imprimer plus, vous recliquez directement sur le petit cube avec le petit plus. Si vous voulez supprimer une pièce, vous venez la sélectionner et cliquez sur le petit moins juste à côté. Pour supprimer toutes les pièces de votre plateau, si jamais vous en importez plusieurs, vous pouvez cliquer sur la petite poubelle. Et ensuite, pour tout organiser, donc là, soit vous avez les outils de déplacement qui sont ici sur la gauche, le déplacement, la mise à l'échelle, et la rotation avec le poser sur une face qui vous permet, voilà, comme sur les autres slicers, de venir sélectionner une face que vous allez poser sur le plateau sur votre objet. Alors nous par défaut, ce côté-là est plat, ce côté-là du coup a une partie qui rebique comme ça, donc on va plutôt le laisser de ce côté-ci sur le plateau. Si vous avez donc plusieurs pièces, vous pouvez également faire juste à côté de la poubelle ici un agencé, donc ça va vous permettre en fait tout simplement d'organiser vos pièces. Donc là, bon, il se passe pas grand chose parce que forcément j'ai qu'une seule pièce. Si jamais je la décale, il devrait me la recentrer. Voilà, parfait. Ce qu'on a ici à côté ensuite, donc ça c'est agencé mais sur le plateau actuel. Ça c'est uniquement donc si vous travaillez sur plusieurs plateaux en même temps. On avait déjà évoqué cette possibilité sur d'autres slicers. En fait, ça permet de programmer plusieurs plateaux d'impression à la suite, mais sur un même fichier G-code. Et donc comme ça, vous paramétrez donc un premier plateau, puis un deuxième, puis un troisième, etc., etc. Et donc là en fait cet outil agence que sur le plateau sur lequel on est en train de travailler. Ensuite, vous avez les outils donc de copier-coller, un outil pour diviser en objets. Donc ça, c'est si par exemple vous avez un fichier STL qui contient plusieurs corps
indépendants les uns des autres, mais qui ont été exportés ensemble, donc ils font partie du même objet, à proprement parler. Là, vous pouvez rediviser en objets individuels, donc grâce à cet outil. Vous avez ensuite l'outil donc de la hauteur de couche variable. Ça, donc c'est pour avoir une hauteur de couche qui varie pendant l'impression, et pas seulement une hauteur de couche fixe qu'on donne comme ça dans les paramètres d'impression. Et ensuite, le retour arrière, retour avant. Donc l'interface est assez simple. Alors vous voyez que là, c'est aussi parce qu'on est tout en haut à droite en mode débutant. Pour ce tutoriel, on va vraiment se concentrer sur les paramètres de base et on abordera éventuellement donc tout ce qui est paramètres un peu plus avancés dans des astuces supplémentaires. Donc là, au niveau des paramètres importants qu'on a à venir checker à chaque impression, donc une fois que vous avez positionné votre pièce, c'est-à-dire que vous avez mis par exemple une surface plane sur le plateau, que vous avez donc minimisé le nombre de supports que vous allez devoir mettre sur votre pièce, que vous avez trouvé vraiment le meilleur arrangement possible, la meilleure organisation, on peut passer dans les pré-réglages de l'impression. Donc là pour ça, on va passer ici en haut à gauche dans les réglages d'impression directement. Et on va d'abord regarder donc le menu couche et périmètre avec tout ce qui va être les hauteurs de couche et hauteurs de la première couche. Donc ça, c'est ce que vous retrouvez ici sur le petit menu déroulant que l'on a là. Alors globalement, vous avez donc plusieurs hauteurs de couche qui vous sont proposées, peu importe votre imprimante. Là par exemple, moi je suis sur 0,20 en classique, donc c'est une impression normale. Alors globalement, plus je vais baisser, plus je vais avoir des couches fines et donc avoir une espèce de stratification qui va moins se voir sur mon print final. Et plus je vais augmenter, plus cette stratification va vraiment apparaître parce que les couches vont être assez épaisses, sachant que plus mes couches sont fines, plus mon temps d'impression sera élevé également, parce que du coup il aura plus de couches à faire, et à l'inverse, plus elles sont épaisses, moins ça prendra de temps. Là, pour un objet comme ça, j'ai pas forcément besoin de trop baisser, parce que j'ai pas trop de détails sur mon print, j'ai pas trop de zones voilà, qui peuvent nécessiter de venir baisser ces hauteurs de couches, donc je vais les laisser sur 0,2 de millimètre. Et la hauteur de la première couche ici, donc c'est la première qui va se faire sur le plateau, c'est par là qu'il va démarrer la pièce. En général, on la laisse toujours assez épaisse, de façon à ce que ça vienne vraiment stabiliser la pièce sur le plateau, et que ça maximise l'effet d'accroche. Votre première couche, évitez de descendre en dessous de 0,2. Si jamais vous baissez vraiment les hauteurs de couche classiques, donc celle-ci, par exemple vous baissez à 0,1, 0,12, vous pouvez venir baisser éventuellement un petit peu celle-là pour éviter que ça fasse un trop gros décalage, mais en règle générale, laissez-la toujours à 0,2 ou aux alentours. Par contre, l'autre, comme vous avez vu, vous pouvez venir baisser totalement à 0,08 pour vraiment avoir quelque chose d'assez détaillé, ou l'augmenter. Alors là, ça va jusqu'à 0,28. En réalité, vous pouvez monter jusqu'à 0,30, 0,32 à peu près. La machine peut le tenir. Là, bien sûr, je parle pour les Neptune, mais c'est valable pour la plupart des imprimantes. Ensuite, donc, ça ici, donc je vais pas le toucher. Je retrouve donc mes paramètres de parois et de coque. Alors, les parois, c'est tout ce qui va être à l'extérieur de votre pièce sur la verticalité de votre pièce. Alors, pour que ce soit un petit peu plus facile à comprendre, on va faire un découpage de la pièce. Donc, une simulation, en fait, de toutes les couches qu'elle va faire. Donc, pour ça, je vais venir tout en bas ici, à droite. Donc, découper maintenant. Hop. Donc là voilà, il me fait le découpage et je vois que j'ai un code couleur maintenant sur ma pièce. Code couleur que je retrouve ici. Donc là par exemple, je vois que j'ai donc une paroi externe en orange, après des parois internes en jaune. Alors je vais me servir de ça ici sur la droite de l'écran. Ça me permet en fait de revenir dans mes couches directement. Là par exemple si je prends ce petit plus ici en haut et que je le fais baisser, vous voyez que hop, il me fait revenir comme ça dans toutes les couches que mon imprimante va faire. Donc ça me permet par exemple voilà, de venir voir le remplissage interne que j'ai ici en rouge, mes couches internes, donc mes parois en jaune, mes couches en violet et en bleu, etc. etc. Et là, donc sur les parois extérieures, donc entre vraiment l'extérieur du modèle et l'intérieur, vous voyez que j'ai une paroi en orange, une paroi en jaune, donc une paroi extérieure et une paroi intérieure, et c'est exactement ce que je retrouve ici. Là, dans mes parois, donc alors dans périmètre, j'ai 2 parois de spécifier. Si jamais j'augmente à 3 ou même 4, hop, je reviens sur mon plateau, je refais un découpage, histoire de recalculer un petit peu toutes les couches qu'il va faire. Mes couches en jaune sont passées au nombre de 3, plus une 4e qui est ma couche orange, ma couche extérieure. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Alors en gros, ça veut dire que mon épaisseur va être passée à 1,6 mm. Pourquoi 1,6? Parce que sur mes paramètres d'imprimante, donc si je passe sur l'interface imprimante ici, je peux venir voir dans mon extrudeur que ma buse fait 0,4. 0,4, sachant que du coup il va poser une ligne, une deuxième, une troisième, une quatrième. 0,4 x 4, on est bien à 1,6 mm d'épaisseur. Ça sert pas forcément à grand chose d'augmenter autant les parois. Vous pouvez rester sur des nombres assez bas,
Alors moi je vais revenir à 2 par exemple. Sachant que ça joue un petit peu sur la solidité de votre modèle, mais ça va surtout jouer si par exemple vous avez des filaments transparents ou translucides, ça va jouer sur l'opacité par exemple de ce que vous allez pouvoir voir à l'intérieur. Ou si vous faites du multifilament, ça va aussi pouvoir permettre d'opacifier un petit peu donc les parois externes. Et si vous purgez dans le remplissage de l'objet, et donc que vous n'avez pas la même couleur à l'extérieur et dans le remplissage, de masquer justement cette couleur différente au remplissage. Donc ça, voilà, ça joue un petit peu sur la solidité, mais pas tellement, donc vous n'êtes pas obligé de venir l'augmenter. Le vase spirale à cocher en dessous, ça c'est uniquement donc pour venir faire une paroi en fait autour de votre impression, donc une paroi unique qui va protéger votre impression des courants d'air et de tout ce qu'il peut y avoir autour. C'est globalement quelque chose que je vous conseille pas forcément de cocher, tout simplement parce que ça consomme énormément de plastique déjà, et puis surtout que c'est pas non plus très efficace. Si jamais vous avez vraiment des problèmes de courant d'air sur vos impressions, que vous imprimez des matériaux qui sont un petit peu sensibles à ça, typiquement de l'ABS ou de l'ASA, vous pouvez plutôt faire un caisson, quitte à le fabriquer vous-même, qui va être beaucoup plus utile, beaucoup plus performant qu'un vase spirale. Ensuite en dessous vous avez les coques horizontales, donc c'est les coques alors couche solide, donc vous avez à chaque fois pour le dessus, pour le dessous. Ça c'est la même chose que les parois, donc c'est ce qui est à l'extérieur de votre pièce, sauf que cette fois, alors, je refais un découpage, je ramène ici hop ma prévisualisation des couches à la fin de l'impression, c'est ce que vous avez ici en violet et ici au-dessus en rouge. Donc là par exemple sur mes coques, donc sur la couche du dessus je suis à 5 coques et 4 pour celle du dessous. Si je reviens sur mon plateau, alors je vais me mettre par exemple à niveau, voilà, ici. Donc là je suis juste au-dessus de cette surface là. Donc j'ai une première couche, puis une deuxième, hop, une troisième, une quatrième, une cinquième, et enfin mon remplissage interne. En gros, ça, c'est donc l'épaisseur de toutes les parties horizontales de votre pièce, donc depuis l'extérieur jusqu'au remplissage interne. Et ça, pour calculer l'épaisseur, il faut le multiplier par les hauteurs de couche, cette fois-ci, pas par le diamètre de la buse, vu qu'en fait, cette fois, c'est pas des lignes que votre buse vient poser, c'est vraiment des épaisseurs de couche à l'horizontale. Donc là, par exemple, ici, couche solide, donc sur le dessus, 5 x 0,2, je suis à 1 mm d'épaisseur, et sur le dessous, je suis à 0,8. Ce que vous avez en dessous, la ligne épaisseur de coque minimale, ça du coup c'est pour spécifier une hauteur minimale à respecter, et donc peu importe le nombre de couches que vous avez ici, en fonction de la hauteur de couche que vous aurez spécifiée tout en haut, il viendra en ajouter si besoin est, si jamais ça tombe en dessous de la valeur minimale que vous avez mis ici, donc pour les couches du dessus et pour les couches du dessous. Ça, même principe que pour les parois, donc ça joue un petit peu sur la solidité de l'objet, ça joue principalement aussi voilà, sur son opacité, sur des choses comme ça, donc n'hésitez pas à venir le modifier si jamais il y a besoin, notamment si vous faites du multifilament par exemple. Une fois que vous avez réglé tout ça, on peut passer donc sur avancer ici. Donc là par exemple on retrouve la position de la jointure qui par défaut est sur le plus proche. Alors la position de la jointure en fait c'est l'endroit où votre buse à chaque changement de couche va reprendre l'impression. Donc par défaut il va toujours essayer de se caler dans des endroits pas trop visibles, sur des angles droits, sur des choses comme ça, parce que si vous avez peut-être remarqué ça a tendance à baver la buse lorsqu'elle reprend l'impression. Donc pour ça vous pouvez soit venir modifier ce paramètre. Moi j'aime bien le passer en aligné, comme c'est par défaut sur Orca Slicer ou Bamboo Studio par exemple, qui va avoir tendance donc à venir me faire la couture à un endroit spécifique. Par exemple ça peut être ici, ou ça peut être dans un endroit un petit peu masqué, bien en angle droit. Donc par exemple ici également. Pour le voir ça, donc il nous suffit de faire un découpage et de venir ensuite cocher ici dans notre légende, de faire apparaître, donc sur les outils ici que vous avez en bas, tout ce qui est les jointures. Et donc là, vous voyez apparaître des petits points blancs, et c'est là où la buse va reprendre dès qu'elle aura besoin de venir à chaque changement de couche. Donc là, par exemple, vous voyez que c'est à chaque fois dans des endroits quand même assez masqués, pas trop visibles. Voilà, c'est sur un coin, c'est pas au milieu d'un côté ou quoi que ce soit. Théoriquement, ça devrait pas trop se voir. On doit pouvoir le tenter comme ça. Les surfaces irrégulières qu'on retrouve ici en dessous, donc ça c'est un paramètre expérimental, hein, comme le laisse suggérer le mot entre parenthèses ici. Ça en fait, ça va créer une sorte de décalage, une vibration dans votre buse pendant l'impression. Et donc ça peut se faire sur certains côtés, sur tous les côtés. En fait, quand il va venir faire les parois externes, la buse va légèrement vibrer. Donc ça va donner un aspect un peu de matière un peu crépie à notre impression. Ça peut être sympa. Globalement, on peut l'activer hein, ici. Voilà, on va l'activer pour toutes les parois, pas seulement pour les parois extérieures, donc les parois orange. On va venir faire un découpage histoire de voir ce que ça donne.
Voilà. Et donc là, vous voyez que sur toutes les parois, donc même celle interne, ici, il nous a bien fait un petit décalage. Donc voilà, ça fait cet effet-là en fait, hein. Ça crée vraiment voilà, un aspect un peu rugueux, un peu crépi, comme je disais tout à l'heure. Ça peut donner un effet intéressant. C'est à vous de voir. C'est pas du tout obligatoire, hein. Encore une fois, c'est un paramètre expérimental. Une fois qu'on est bon sur nos hauteurs de couche, sur nos nombres de parois, de coques, sur la position de la jointure, on peut passer sur le remplissage. Alors là, il n'y a pas énormément de paramètres à venir voir, mais ils sont néanmoins très importants. On a tout d'abord la densité de remplissage. Donc ça, c'est avec quelle densité il va remplir l'intérieur de notre pièce. Et ensuite, on a le motif. Et donc ça, c'est avec quel motif il va remplir. Par défaut, nous ici, alors si on fait un petit découpage, voilà. Donc notre remplissage, c'est la partie que l'on voit en rouge apparaître ici dans notre pièce. Donc là, on est en grille, c'est ce qu'on retrouve ici. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser plutôt du cubique adaptatif. Donc là, par exemple, ça reviendrait à prendre ce paramètre là. On va baisser un petit peu la densité de remplissage. On est sur une toute petite pièce, il n'y aura pas un poids énorme dessus, pas trop de contraintes. Voilà, il y aura juste un téléphone hein, normalement, donc ça pèse pas non plus très lourd. Je vais baisser à 15%. Voilà. Et ensuite, je viens refaire un découpage histoire de prévisualiser un peu ça. Donc là, en plus, on n'a vraiment pas beaucoup de remplissage interne hein, parce qu'on n'a pas une très grosse épaisseur de pièce. Donc là, ça va juste nous rajouter ces petits renforts ici. Si jamais vous avez besoin de beaucoup de solidité au niveau de vos pièces, alors soit vous pouvez venir ici en gyroïde. Donc ça va vous faire quelque chose comme ceci. Donc quand même quelque chose d'assez rempli, hein, vous voyez, même à 15%. Soit vous pouvez venir directement en nid d'abeille 3D, juste au-dessus. Ça c'est pareil, c'est un motif assez résistant. Voilà, et mine de rien, assez dense, même dans des densités justement assez faibles. Au niveau optimisation, vous pouvez aussi utiliser le Lightning ici, directement. Donc qui est en fait un motif de remplissage qui est assez optimisé, qui consomme pas beaucoup de plastique. Donc qui est un peu semblable au cubique adaptatif, un niveau résistance, peut-être un tout petit peu plus faible, mais assez intéressant parce que vraiment il est assez rapide à imprimer et voilà, pas très gourmand en termes de matière. Le motif de remplissage supérieur et inférieur que vous avez ici, par défaut il est en monotone, donc ça en fait c'est donc là en fait ce que vous avez qui va venir faire les surfaces donc extérieures, celle-ci par exemple, donc ça sera la surface inférieure, et si je remonte un petit peu ma prévisualisation des couches, hop, cette surface ici au-dessus, donc qui sera la surface supérieure de votre objet. Alors globalement ça n'a pas tellement d'importance au niveau de la solidité, c'est plus en fait le trajet que va faire votre buse, donc le motif avec lequel sont imprimées ces surfaces là. Vous pouvez venir le changer. Si j'ai un seul conseil à vous donner, c'est pour le motif de remplissage inférieur, de venir faire un remplissage en concentrique. Et ça en fait, ça va faire que vos premières couches, au lieu d'avoir un remplissage alors monotone comme on a ici au-dessus, qui vient donc de paroi à paroi, comme ça en diagonale, ça va vraiment venir longer les parois, donc de l'extérieur vers l'intérieur, et ça va éviter de les décoller, en fait de les arracher en passant comme ça d'un bout à l'autre. Si vous avez des petits problèmes de décollement plateau, ça peut être une des solutions. Alors il y en a d'autres, hein, appliquer de la colle, revoir les températures de chauffe, mettre une bordure, etc. On y reviendra après, mais globalement ça peut déjà être un premier pas pour que vos impressions adhèrent bien au plateau. Donc du coup, l'interface remplissage, on est bon. On peut passer donc sur jupe et bordure. Alors là on retrouve en premier la jupe. La jupe, qu'est-ce que c'est? C'est cette bande verte que vous avez ici qui fait le tour de votre impression. Là, vous voyez par exemple qu'elle a hop, 2 couches d'épaisseur. Donc c'est ce que je retrouve dans mes paramètres. Alors là, je les ai pas, du coup, il faudrait passer sur un mode avancé par exemple, ou un mode expert. Là, il me propose juste la distance entre la bordure et l'objet. Donc en fait, là, j'ai une distance de 2 mm concrètement. Alors, ça ici, vous pouvez venir l'écarter un petit peu. Globalement, la jupe, son rôle, c'est surtout de venir protéger la première couche d'éventuels courants d'air et éviter qu'elle se décolle. Ça marche plus ou moins bien, dans le sens où c'est pas quand même quelque chose d'hyper utile. Le côté très utile, c'est qu'en fait, vu que c'est la première chose que votre imprimante fait en commençant le print, ça fait une sorte de mise en route, une purge de la buse, donc je vous conseille quand même de le laisser. Par contre, si jamais vous voulez venir jouer donc pour empêcher les décollements, si vous rencontrez ce type de problème, plutôt venir ajouter une bordure. Donc déjà en choisissant le type de bordure que vous voulez, donc une bordure extérieure, intérieure ou les deux. Alors la différence, c'est que ici par exemple, une bordure extérieure viendrait se mettre sur les contours extérieurs de mon objet. Une bordure intérieure viendrait se mettre par exemple ici. Voilà. Donc là, dans le cas de cet objet-là, par exemple, où je peux avoir beaucoup de décollement ici, parce que je vais avoir une grande surface à plat, et où j'ai quand même beaucoup de zones qui vont être un peu pénibles si jamais j'ai une bordure à venir nettoyer, je peux laisser une bordure uniquement extérieure, comme c'est par défaut, et après venir spécifier une largeur de bordure.
Là, en largeur, moi je vous conseille en général entre 3 et 5 mm, ça dépend pourquoi vous l'utilisez. Si c'est uniquement pour venir coller les objets comme ça correctement au plateau, vous pouvez vous contenter de mettre 3 à 5 mm, ça suffit. Si par contre c'est un objet qui a une zone de contact avec le plateau assez faible et qui est par contre très haut, là vous pouvez augmenter un peu la bordure de façon à ce que ça vienne stabiliser également votre pièce. Alors moi c'est pas mon cas, donc je vais mettre par exemple 3 mm, voilà. Je reviens sur le plateau, je refais un découpage, et là j'ai une bordure qui s'est rajoutée autour de mon objet. Ça, ce sera enlevé du coup à la fin de l'impression. Ça peut se décoller assez facilement. Si jamais vous avez un peu de mal, n'hésitez pas à prendre une petite lame type scalpel ou cutter pour venir vraiment détourer votre objet et enlever proprement la bordure. Une fois qu'on a paramétré ça, il nous reste un dernier menu à venir voir, le menu support. Donc une fois que vous êtes là, il nous reste tout d'abord à venir générer les supports. Donc cliquez en fait sur l'option qui va permettre d'activer les supports. Lorsque vous cliquez dessus, donc il n'y a pas beaucoup d'options qui s'affichent directement. En fait, ça vient du fait qu'on est en mode débutant. Pour cette partie, il va falloir que l'on bascule en mode normal pour avoir accès à un peu plus de paramètres et venir mieux paramétrer donc nos supports. Alors, une fois qu'on est là, donc on a activé la génération de supports, on a laissé activer les supports générés automatiquement, ce qui a moyen, comme on avait vu sur Bamboo Studio par exemple ou Orca Slicer, de venir peindre à la main les supports. Nous, on va pas le faire aujourd'hui, on va laisser le logiciel gérer automatiquement en fonction du seuil de surplomb, que lui par contre on peut paramétrer. Le seuil de surplomb, c'est un angle, donc qui va de 0 à 90, et en fonction de l'angle que prend votre pièce par rapport au plateau, il va venir choisir de placer les supports automatiquement. Donc voilà, plus ou moins tôt, suivant la pièce sur laquelle vous êtes en train de travailler. Cet angle, venez le modifier si jamais vous travaillez sur certains types de pièces. Par exemple, des pièces qui vont être très lourdes, donc très remplies, ou très grosses ou quoi. Vous pouvez venir augmenter un petit peu la mise en place de supports, de façon à ce que les supports arrivent plus tôt, en fait, et viennent mieux supporter votre pièce. Parce que du coup, vu que la pièce est lourde, il va peut-être falloir un peu plus de support. Au contraire, si vous travaillez sur une pièce vraiment une petite pièce très légère de décoration ou quoi, ou que vous voulez juste limiter le nombre de supports, vous pouvez jouer sur cet angle justement pour limiter le fait que le logiciel place des supports plus ou moins tôt. Ensuite, vous avez le radeau. Alors le radeau, c'est un petit peu particulier, ça ne vient pas vraiment toucher les supports. C'est en fait un lit de plastique que votre imprimante va faire sur le plateau directement, histoire de venir limiter les problèmes de décollement du plateau. Alors pas forcément de warping, ça peut juste être aussi des problèmes de pièces qui n'adhèrent pas tout simplement au plateau et qui vont se balader pendant l'impression, dans laquelle la buse peut venir s'accrocher. Donc là, si jamais vous avez ce genre de problème, alors, il y a plein d'étapes avant, vous pouvez refaire des calibrages par exemple, utiliser de la colle, changer le plateau, peu importe. Mais si jamais les problèmes persistent, vous pouvez venir activer le radeau et juste en jouant sur le nombre de couches qui composent le radeau. Une couche en fait correspond à une hauteur de couche, donc on avait paramétré tout à l'heure, et qui va être pleine donc sur le plateau, et après il va commencer l'impression par-dessus. Nous, c'est pas un paramètre qu'on va utiliser aujourd'hui, on va se contenter vraiment de paramétrer plutôt nos supports. Et là, donc on arrive dans le troisième encart, option pour les supports et le radeau, et c'est là que ça nous intéresse. Ici, en premier, il nous demande donc quel style on veut pour le support. Alors, il nous en propose 3 par défaut, la grille, l'ajusté et l'organique. La grille, donc c'est un support en fait en tour, droit, et qui a la particularité d'être assez solide, voilà, parce qu'il est droit, c'est vraiment une tour, mais par contre, il va laisser beaucoup de marques sur votre modèle. Donc en général, pour les pièces plutôt de décoration ou quoi, on lui préfère l'organique, qui lui est un support un peu sous forme de tentacule, d'arborescence, et qui va limiter la zone de contact entre le support et votre modèle, mais par contre qui va être moins solide, parce que c'est un support du coup qui vient un peu se tordre et se mettre comme ça dans les petits coins. Alors, par exemple la grille, on va juste faire un petit découpage. Donc là, on va revenir sur le plateau, hop, je reviens en édition, et je vais donner un petit angle à ma pièce, tac, voilà, 45 degrés par exemple, très bien. Hop, et je vais faire un petit découpage. Voilà, donc ça c'est des supports en grille. Vous voyez, c'est des supports vraiment tout droit, très solides, très bien pour les pièces soit qui vont être lourdes, soit les pièces techniques, les choses comme ça, ou les pièces dont vous fichez un peu de l'aspect extérieur. Mais par contre, beaucoup de zones d'accroche avec le modèle, donc beaucoup de zones à venir nettoyer après impression. A contrario, les supports organiques,
Hop, voilà. Donc là, des supports un peu en branche d'arbre, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, un peu en racine, et qui vont limiter la zone de contact avec le modèle, mais par contre, du coup, qui sont moins solides également. Alors, après, quand je dis moins solides, c'est pas non plus fragile. Les supports arborescents sont quand même relativement solides. Donc, sur ce genre de modèle, par exemple, on va plutôt utiliser ça. Le dernier type de support, enfin de style de support, c'était l'ajusté. Alors ça, c'est des supports un peu comme la grille, qui en général sont optimisés. Donc pour éviter de consommer trop de plastique. Voilà, donc par exemple si on refait un découpage, hop, voilà. Vous voyez, en fait, c'est vraiment des supports un peu comme la grille, enfin, qui ressemblent très fortement à la grille. Je vais repasser sur l'organique. Hop, voilà. Ici ensuite en dessous vous avez la distance Z, vous avez contact supérieur et contact inférieur. Alors ça en fait c'est la distance que votre imprimante va laisser entre le support et votre modèle. Soit entre le haut du support et donc le dessous du modèle, la zone à supporter, donc avec la distance Z contact supérieur, soit entre votre modèle et le bas du support si jamais votre support part de votre modèle, pour atteindre une zone qu'il n'arrive pas à atteindre depuis le plateau par exemple, avec la distance Z, donc contact inférieur. Cette distance, vous pouvez venir l'adapter. Alors, je vais juste refaire un petit découpage, je vous montrer à quoi ça correspond. Voilà, en fait, c'est cette zone ici. Alors, je ne sais pas si on va la voir très très bien. Ouais, un petit peu. Voilà, c'est ce qu'on a ici. Voilà. C'est l'écart, en fait, pour éviter que votre modèle vienne fusionner directement avec votre support. Éviter qu'il soit posé directement dessus. Il laisse un petit écart, comme ça laisse le temps au support bien de refroidir. Et surtout, ça ne vient pas faire votre pièce dans la continuité du support. Donc après, comme ça, ce sera plus facile à retirer. Là, on imprime votre pièce comme ça. Après, elle va venir se poser sur le support. Et elle ne sera pas fusionnée avec. Si vous avez des problèmes pour retirer les supports de vos pièces, vous pouvez venir augmenter un petit peu ces valeurs. Ici ensuite, vous avez le motif. Alors ça, c'est le motif d'impression du support. Donc là, pareil, pas un choix énorme, hein. Rectiligne, grille rectiligne ou nid d'abeille. Donc le rectiligne, c'est un motif standard, voilà, qui est assez facile du coup après à retirer. Si vous avez besoin de supports plus solides, vous pouvez basculer donc sur le grille rectiligne ou le nid d'abeille, qui sont des motifs qui, donc plus vous allez passer bas, hein, comme ça, que ce soit grille ou nid d'abeille, qui vont être plus gourmands en termes de plastique, plus denses, et aussi plus difficiles à retirer. Donc ça c'est vraiment pareil, en fonction de la pièce que vous êtes en train de travailler, vous pouvez basculer suivant donc sur d'autres motifs si vous avez besoin de supports plus résistants. Par défaut, vous pouvez laisser en rectiligne, hein. Par exemple nous dans notre cas ici, ça suffit largement. On n'a pas une pièce non plus trop remplie, on n'a pas, voilà, elle n'est pas trop épaisse ou quoi, donc il n'y a pas besoin d'aller plus loin. L'espacement du motif, donc ça c'est l'espacement des lignes sur l'impression du motif. Pareil là vous pouvez laisser par défaut. Le rayon de fermeture, ça c'est un petit peu particulier, c'est lorsque vous êtes en ajusté. C'est en fait un rayon qui va exclure certaines zones de surplomb des zones à supporter. Ici ensuite, plus intéressant, en dessous, vous avez les couches d'interface supérieures et couches d'interface inférieures. Alors ça rejoint un petit peu la distance Z. En fait, c'est des couches que votre logiciel va faire directement entre votre support et votre modèle et qui vont permettre à votre support de moins adhérer au modèle, donc d'être plus facile à préenlever et qui sont censés laisser moins de marques aussi sur le modèle. Alors ça, donc par défaut on est sur 2 couches d'interface. Alors ici on n'en voit pas des masses, alors pourtant on les voit hein, sur notre légende ici, il y en a, mais alors 7 secondes, donc c'est vraiment une très petite zone couche d'interface. Alors je sais pas exactement où c'est qu'elle est. Ah oui, alors elle est là en fait. Ok, on la voit un peu là comme ça ici, en vert foncé. Alors je vais essayer de masquer à la limite. Hop, laisser vraiment que mes supports. En fait on la voit pas trop. Hop. Alors, il me semble qu'en ajusté, on les voyait un petit peu mieux. Ouais, voilà. Alors là, on voyait en dessous, on a des couches d'interface. Ça, en fait, du coup, donc c'est les couches qu'il ajoute entre, donc, pour les couches d'interface supérieures ici, entre le haut du support et le modèle, et pour les couches d'interface inférieures, entre le bas du support et le modèle. Là, si jamais vous voulez,
vous pouvez venir augmenter un petit peu ces couches. Pareil, ça va venir donc créer plus de couches d'interface, ça va être plus facile à enlever après, moins coller donc comme ça le support à la pièce. Si jamais par contre vous trouvez que c'est un peu léger ou que voilà, vous voulez que votre support en colle plus à la pièce parce qu'elle a tendance à tomber, à s'effondrer, à sortir du support ou quoi, vous pouvez venir baisser directement ces valeurs. Par défaut, vous pouvez rester sur 2, hein. En général ça suffit, 2 ou 3. Voilà, donc pour passer à plus de couches d'interface, en général ça va plus dans ce sens-là que baisser les couches d'interface. Le motif d'interface en dessous, c'est juste comme le motif ici, le motif d'impression en fait que votre bus va faire lorsqu'il va faire ses couches d'interface. Donc là pareil, vous êtes en rectiligne par défaut. Si jamais vous trouvez que ça accroche un peu trop au support, ou enfin au modèle, ou au contraire pas assez, vous pouvez passer en concentrique, enfin tester les autres. Par défaut, vous pouvez rester en rectiligne, hein. En général, le motif d'interface, le but c'est quand même de ne pas trop accrocher au modèle. Et l'espacement du motif d'interface ici, c'est tout simplement l'espacement des lignes de votre couche d'interface. Ensuite, en dessous, vous retrouvez donc le support sur le plateau uniquement, qui est une option à cocher. Alors ça, soyez très prudent lorsque vous allez l'utiliser. En fait, c'est une option qui va vous permettre de n'avoir des supports qui ne partent que du plateau. Ça peut être bien, ça peut être aussi pas top si jamais il y a des zones de surplomb que vous n'avez pas forcément vues et que même en support organique par exemple, donc je vais repasser là-dessus, qui ne va pas pouvoir atteindre en tordant le support. Donc ça, voilà, sur des pièces, alors moi comme j'ai ici par exemple sur ce modèle-là, il n'y a pas de zone vraiment à risque. Je pourrais cocher des supports qui partent que du plateau, ça soutient tout le dessous de la pièce, c'est parfait. Par contre, dans le cas d'une figurine, une pièce un peu plus complexe, là, vous pouvez avoir des petits espaces qui vont nécessiter quand même des supports qui partent du modèle. Ça rajoute du nettoyage, mais d'un autre côté, si vous cochez ça et que ça ne vient pas supporter ces zones-là, vous risquez d'avoir de l'effondrement. Ce serait dommage de foirer une impression juste à cause de ça. Donc vraiment, soyez assez prudent. De toute manière, si jamais il manque des zones supportées sur votre modèle, lorsque vous allez découper votre pièce, en général, il vous met un petit message d'alerte. Donc voilà, vous inquiétez pas, il vous préviendra. Mais restez quand même vigilant. Donc là, la distance XY entre un objet et ses supports, c'est donc la distance que votre logiciel va laisser entre les supports et l'objet. Alors là, par exemple, moi sur mon plateau, si je refais un petit découpage, hop, voilà. Donc là, ici, vous voyez, mes supports, ils sont pas totalement... En fait, la zone surtout de contact un plateau-pièce, elle est ridicule. Mais mes supports, ils sont pas collés à ma pièce directement. En fait, ça, c'est cet espacement-là. Il laisse toujours une petite marge comme ça de sécurité. Alors, vous pouvez l'exprimer en millimètres. Donc, si vous laissez, par exemple, un chiffre sans rien spécifier derrière, ce sera en millimètres. En pourcentage, ce sera calculé par rapport à l'épaisseur des parois externes. Donc soit vous mettez une distance, soit vous mettez un pourcentage, donc par rapport à ce qu'on avait rentré ici dans couche et périmètre, l'épaisseur des parois qu'on a laissées. Ne pas supporter les ponts ici, alors ça va être pour ne pas supporter les zones qui peuvent ne pas avoir besoin de support. Je m'explique. Ici, par exemple, j'ai des zones sur mon modèle. Alors je vais revenir en préparation. Je vais le mettre complètement droit. Voilà. Sur mon modèle, là, il y a des parties, notamment par exemple ici en haut, sur les parties rondes, techniquement, je peux avoir des ponts. Un pont, en fait, c'est une zone qui va être supportée des deux côtés. Là, théoriquement, je suis dans le vide, ici, mais vu que quand il va faire ses couches, il va venir petit à petit, comme ça, jusqu'en haut, ça va créer une sorte d'auto-support de mes lignes, en fait, de mes couches. Et du coup, celle qui va se retrouver ici, vraiment dans le vide, elle peut ne pas avoir besoin de support. Et laisser cette option cochée, ça permet au logiciel les ponts, comme ça, les zones de surplomb qui peuvent se supporter elles-mêmes, de ne pas venir les supporter. Alors ça vient de plusieurs choses, hein. Ça vient du fait que les couches s'auto-supportent entre elles, ça vient aussi de vos vitesses d'impression. En général, ils passent moins vite sur les zones un peu à risque, et du coup ça permet au filament de mieux tenir. Là, je pourrais le retrouver ça un peu sur d'autres parties. Alors si vous avez vraiment des tout petits surplombs, par exemple ici aussi, voilà. Après si vous avez des zones, par exemple comme là ici oui c'est un pont, parce que du coup c'est tenu des deux côtés, mais en soi la zone est tellement grande que ça a besoin de support. Sinon ça risque vraiment de s'effondrer.
Donc pareil, ça vous pouvez le laisser cocher. Et ensuite, dernier encart, là vous retrouvez tous les paramètres des supports organiques. Donc par exemple, les angles que peuvent prendre vos branches, les diamètres, etc. Alors ça, vous pouvez venir les modifier. Faites juste attention, notamment si vous touchez par exemple aux angles, à ne pas mettre des angles trop importants. Si vos branches partent trop à l'horizontale ou quoi, vous risquez d'avoir de l'effondrement dans vos supports, qui sont censés supporter votre pièce. Donc ça peut poser problème pendant l'impression. Pareil sur les diamètres, etc. Si vous faites quelque chose de trop léger, ça va rendre le support peut-être trop fragile pour votre modèle. Même si vous êtes dans des densités d'emplissage assez faibles, votre modèle peut après ne pas être supporté correctement. Donc voilà, soyez juste assez prudent, ça c'est plutôt de l'optimisation en fait de support. Donc vous n'avez pas forcément besoin de venir y toucher. Si on fait un petit récap, ce qui est important quand vous avez une pièce qui a besoin de support, c'est de venir les générer, jouer sur le seuil de surplomb, choisir le style adapté à la pièce que vous êtes en train de faire, donc organique dans le cas où c'est une pièce qui ne va pas avoir besoin de trop de solidité dans les supports, et si vous voulez minimiser les marques que vont laisser les supports sur le modèle, ou au contraire des supports en gris si jamais vous voulez des supports plutôt solides et que vous fichez un petit peu des marques que ça peut laisser. Les distances Z, donc notamment contact supérieur, si jamais vous voulez, si jamais vous avez du mal à venir sortir les supports de votre modèle. Et ensuite ici le nombre de couches d'interface, pareil, si vous avez du mal comme ça à décoller les supports, ça peut aider un petit peu. Une fois que c'est bon, il ne reste plus qu'à venir faire le découpage et paramétrer la fin d'impression. Alors moi ici, je vais venir redésactiver les supports parce que en l'occurrence sur ce modèle-là, j'en avais pas spécialement besoin. Je vais venir le recaler directement sur le plateau. Voilà. Si on fait un petit recap donc, de nos paramètres d'impression. Ici, donc en premier, on importe la pièce, on vient la placer correctement sur le plateau. Et dans les réglages purs et durs, on vient gérer donc tout ce qui est couche et périmètre, notamment pour les hauteurs de couche et les positions de la couture. Le remplissage, pour tout ce qui est motif et densité d'emplissage. Jupe et bordure, donc si vous voulez ajouter une bordure, notamment à votre objet, venir le stabiliser sur le plateau et éviter les problèmes de décollement. Et support, donc en cas de besoin, si jamais vous avez des parties dans le vide sur votre modèle, donc générer les supports et après adapter les paramètres au style de pièce que vous êtes en train de faire. Je vais repasser ici en mode débutant, histoire de limiter le nombre de paramètres affichés. Je reviens sur mon plateau, je fais mon découpage final. Je peux vérifier du coup en même temps ici que tous les paramètres sont bons. Donc voilà, vous regardez un peu les temps d'impression pour chaque partie. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux encore venir optimiser ou non? Bon, là globalement on en a pour 1 heure d'impression. Je pense qu'on ne peut pas trop tirer encore le temps d'impression. Ici en bas à droite, je vois donc que je vais utiliser 8,78 grammes de filament. Ça correspond à 2,94 m. Voilà, que l'impression va me coûter à peu près 18 centimes. Là, c'est globalement bon. Je vérifie bien que je suis bien toujours sur le bon type de filament, la bonne imprimante. Et si tout est OK, je peux juste exporter le fichier G-code et l'envoyer à l'impression. J'espère que ce tutoriel de Paul vous a une nouvelle fois plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des besoins de précision, n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire, on essaiera de vous répondre. Et si vous souhaitez qu'on vous fasse des tutoriels sur des sujets plus précis, même chose, les commentaires sont là pour ça. Et nous, on vous dit à très vite.